De retour en première ligne, 18h35, ravi d'être avec vous jusqu'à 19h et j'accueille une invitée de marque qui nous rejoint aujourd'hui, Vanesha Roudbaraki, artiste peintre engagée iranienne. Merci beaucoup Madame Roudbaraki d'avoir été avec nous. On va parler évidemment longuement pendant près de 25 minutes de la répression actuelle en Iran. Est-ce qu'on peut déjà débuter par votre profil, votre parcours, Madame Roudbaraki? Comment êtes-vous venue en France? Parlez-nous de vous. Voilà. Bonjour, d'abord merci pour m'avoir invité, pour votre invitation. Je suis venue en France en 91 pour continuer mes études, parce que là j'avais fait des parcours d'études mathématiques. J'ai une maîtrise en mathématiques, voilà, que j'ai obtenue en Iran. Je suis venue pour continuer mes études en France. Et voilà. Et après, comme j'avais en parallèle, à peu près entre guillemets, cette qualité, petite qualité artistique, que je pouvais pas le développer en Iran, car voilà, c'était à cette époque-là, c'était encore plus compliqué, plus difficile, plus cadré. Et voilà. Donc, j'ai commencé à découvrir un petit peu le lieu artistique, ce milieu-là, grâce à la France, voilà, que je pouvais pas. Donc, du coup, je me suis dit, je me donne 1 an pour apprendre un peu la langue. Quand je suis arrivée en France, bien évidemment, je parlais mais pas un mot en français. Et donc, je me suis donné 1 an pour apprendre un petit peu relativement la langue avant d'aller faire ses études à l'université. Et puis, voilà, pour découvrir la culture. C'est en ce moment-là que j'ai découvert que, en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre, que je pouvais scientifiquement évoluer et atteindre certains niveaux, mais il y avait des choses importantes culturellement d'apprendre à découvrir, parce qu'en ce moment, la France était extrêmement ouverte, un pays très démocrate, et tout ça pour moi, parce que je venais tout juste après la guerre en Irak. Il faut pas oublier que j'ai vécu pendant 8 ans de la guerre, Irak-Iran, et j'étais présent le moment de la révolution en 1979. J'avais 12 ans à cette époque. Et donc, quand je suis arrivée en France, j'étais un petit peu choquée parce qu'il y avait la paix. La première fois dans ma vie, j'ai découvert la paix. Il n'y avait pas des sirènes, il n'y avait pas des alarmes, il n'y avait pas des gens armés dans la rue et tout ça. Donc, il me fallait de temps pour comprendre, pour découvrir où j'étais, le pays qui m'accueille. Alors, pour être très clair et très didactique auprès de nos abonnés, de nos auditeurs, en janvier 2026, donc depuis ce mois de janvier, l'Iran est plongé dans une crise majeure avec des manifestations anti-gouvernementales massives déclenchées fin décembre 2025 par une grave crise économique. Des protestations, donc entrées dans leur 3e semaine, réclament un changement de régime et se sont étendues à de nombreuses villes malgré une répression brutale. Lauriane, comment en est-on arrivé là en Iran aujourd'hui ? Ça, je pense que c'est plus une question qu'il faut poser à nos invités, mais moi, à notre invité, mais ce que je note quand même, c'est que depuis 3 semaines, c'est assez étrange. C'est une manifestation qui a été initiée par des commerçants. Je parle sous votre contrôle, et ça a vraiment commencé par une question de la vie chère, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu développer sur ça? Oui, ça a commencé il y a à peu près exactement depuis le 28 décembre, chez le bazar du Téhéran. Le bazar, c'est très important, très significatif pour. Et là, contre la vie chère, évidemment, il y a des gens, voilà. Et quelques jours après, le prince Reza Pahlavi, alors en ce moment, c'est lui qui demande aux gens d'aller, il appelle les peuples en Iran pour aller, et puis pour manifester, pour aller dans la rue pour manifester. C'est en ce moment-là que pour la première fois dans notre histoire, on a eu des millions de gens qui manifestent sur plus de 160 villes. En fait, on parle pas de Téhéran, on parle pas des grandes villes, on parle de l'ensemble. C'est le peuple qui sont manifestés dans plus de 160 villes en Iran. Et voilà. Et puis, ils se sont pas arrêtés. Ils continuent. Et j'imagine que les revendications dépassent maintenant la vie chère. J'imagine qu'on est clairement sur une demande de changement de régime. Absolument. Et on voit d'ailleurs les manifestations féministes se joindre à ce mouvement. Est-ce que vous pouvez peut-être aussi développer aussi sur cette lutte féministe En fait, voilà, moi je vais dire globalement, bien évidemment, les contestations, les manifestations sont commencées contre la vie chère, mais aujourd'hui on parle plus de ça. On parle de renversement total du régime islamique en Iran.
En fait, les peuples, les jeunes là-bas en Iran, ils ne veulent plus entendre, les majorités, je parle, ils ne veulent plus entendre de cet État islamique qui est en train de dominer le Moyen-Orient, même plus que ça. Moi, je peux vous dire que l'Iran de demain, on va plus parler de ça. En fait, les gens, ils veulent laïcité, ils veulent être dans une démocratie et tout ça. Et aujourd'hui, c'est la totalité, c'est l'ensemble, c'est le régime qu'ils veulent le renverser. On est vraiment sur une vraie crise très profonde. Comment est-ce que vous expliquez qu'en France, on ait mis du temps à en parler? Alors là, je pense que la France, oui, c'est vrai, c'était très choquant. En fait, pour les Iraniens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ça se fait, il ne parle pas. Même le président, quand il a parlé 2 semaines après, il a parlé très vaguement. En fait, on n'a rien compris. Et il a juste dit que je n'étais pas d'accord, en fait. Et voilà. Et je pense que la France a fait, en fait, la France, quand on parle de la France, c'est les médias, c'est les journalistes et tout ça. Moi, je parle pas de la nation française, hein, parce que là, j'adore les nations, en fait, dans toutes les. Il y a pas mieux que ça pour moi, en fait. Je pense que ils avaient des préjugés. Et ils l'ont mal calculé, ils l'ont mal vu, ils étaient mal informés. Et d'un coup, ils voient des millions d'Iraniens à l'intérieur d'Iran et la diaspora à l'étranger qui sont tous en train de dire, par exemple, on attend le retour de Pahlavi, le roi, vive le roi. Alors les Français, ils sont choqués, ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, en fait, ça se fait pas. Ils ne savent pas, ils connaissent pas très bien, pardon, ils ne maîtrisent pas, ils connaissent pas très bien la culture iranienne ni la civilisation iranienne. C'est une civilisation qui est millénaire, c'est une civilisation qui est basée sur le roi et la nation. Ce sont les 2 ailes pour la bonne fonctionnement d'une société. Selon la culture, la civilisation iranienne. Et donc, c'est pour ça que ça choquait beaucoup les médias ici en France et beaucoup en Occident, parce que ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe là? Là, on gère pas, ça nous dépasse. Ils préféraient les opposants qu'il avait plus de contact avec, qu'il les connaissait auparavant, qu'il avait déjà fait des démarches. C'est ça. Mais aujourd'hui, on ne veut plus entendre ça en Iran. Aujourd'hui, c'est la unité nationale iranienne. En fait, c'est ça que j'apprends de ce peuple-là. Ils sont en train de dire droite, gauche, tout ça, on parle de nation. C'est notre nation qu'on protège aujourd'hui. Alors, au moins 428 manifestants ont été tués, des milliers de blessés depuis le début des manifestations qui secouent le pays. On assiste à une répression totalement folle de la part du régime iranien contre les manifestants. Et j'en profite pour ajouter que Donald Trump a d'ailleurs récemment déclaré qu'il encourage les manifestants iraniens à renverser le gouvernement. En tout cas, la répression, elle est vraiment sans commune mesure. Des milliers de morts. Hein. C'est ça, c'est plus que ça. Car selon le journal, la télé Iran International, qui est le numéro 1 à l'étranger, en fait, ils ont fait leur calcul et avant-hier, ils disaient que ça dépasse 12 millions morts pour les 2 jours. Selon ce télé. Et là, on a eu quand même quelques contacts d'Iran, en particulier d'hier, parce que nous, on ne peut pas les contacter, là, tout est coupé. Mais par contre, hier, ils ont laissé les téléphones pour eux ouverts. Ils pouvaient nous appeler, mais juste quelques minutes, 2-3 minutes, ça coupe après, parce que ça coûte une fortune. D'accord. Après, ils reçoivent un message en disant que vous nous devez tel argent, et tout ça, il faut qu'ils payent pour pouvoir faire ça. Et ils disaient, les témoins, et ils nous témoignaient des chiffres très, très, très importants des morts. Alors, avant de faire réagir mes chroniqueurs à ce sujet vraiment ô combien important, donc on parle bien ici du régime des mollahs. Dans quelle mesure ce régime des mollahs est-il liberticide? Dans quelle mesure les libertés individuelles en Iran sont extrêmement importantes? Alors, j'ai pas très bien saisi votre question. Le régime des mollahs, Ouais. donc en Iran, les restrictions de liberté, donc est-ce que c'est très important? Voilà. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun. Là, aujourd'hui, là, j'ai vu juste quelqu'un qui nous appelle, je peux pas citer parce que là, qui dit que là, ils sont en train de mitraillettes dans la rue avec les camions et ils tirent sur les paraboles et puis ils rentrent chez les gens et ils tirent sur les gens directement. Pas seulement que les gens ne peuvent pas sortir de chez eux,
ou il rentre chez les gens qui estiment qui participaient parmi les opposants, des manifestants, et il prend leur affaire, et voilà, il n'y a aucune liberté, en fait. Voilà. Pierre. Plusieurs choses. Déjà, merci Elon Musk, merci le réseau social X d'avoir permis cette mise en avant de cette situation dramatique en Iran. Parce que on a eu un silence médiatique ahurissant jusqu'à l'éclosion et le fait qu'on ne pouvait plus contenir ça. Donc une fois de plus, cette crise, elle montre l'efficacité du réseau social comme média aujourd'hui. Deuxième chose, ce silence assourdissant, il est aussi à gauche. Ils sont où les étudiants qui il y a quelques semaines bloquaient Sciences Po, bloquaient les facs pour Gaza? Elle est où la flottille pour Gaza maintenant pour Téhéran? Elle est où Rima Hassan et sur sa barricade? Donc c'est quand même étonnant de noter que la gauche a une indignation à géométrie variable en France. Elle va s'indigner pour Gaza. La question, c'est pas de savoir si c'est à juste titre ou pas, mais elle va se taire sur la situation à Téhéran. Puis pourquoi aussi? Parce que la gauche, en France en tout cas, elle a une complicité objective. Je rappelle que Khomeini, l'ayatollah Khomeini, a été reçu par Mitterrand, qui lui a donné le droit d'asile en 79, de telle manière à lui permettre de préparer sa révolution et de faire tomber le Shah d'Iran. Donc la gauche française, elle est gênée avec cette situation en Iran, aussi parce qu'elle a une certaine responsabilité par son père, qui est Mitterrand. Et puis, dernier point, malheur à ceux qui dénoncent le régime des mollahs en Iran, mais qui l'importent en France. Ça rejoint ce qu'on disait sur KFC halal, ça rejoint ce qu'on se disait sur une islamisation grandissante en France. Il y a des gens, aujourd'hui, Emmanuel Macron en tête, qui vont encourager la chute des mollahs, tardivement, mais qui vont l'encourager, mais qui, paradoxalement, vont importer les réflexes des mollahs en France. Donc attention aussi à ces faiseurs de bonne espérance qui finalement n'ont de cohérence que le nom. Lauriane, est-ce qu'on peut espérer ou pas une intervention européenne ou du moins de l'Occident pour renverser le régime des mollahs? Non, je pense que là, on est au terme déclaratif. Hein, je vois beaucoup d'eurodéputés prendre position au Parlement, des choses comme ça, mais on va rester sur quelque chose de très déclaratif. Ce qui est aussi important, hein, d'apporter son soutien et tout ça, mais je ne vois pas aller au-delà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne vois pas de... L'Europe, je suis de votre côté. Et puis, j'ai une chose à dire par rapport de gauche quand même, parce que j'étais de gauche aussi. Hein. J'étais présente pendant la révolution en Iran, en 1960, ça a été porté par les gauchistes. Et moi, à cette époque-là, j'avais 12 ans, bien évidemment, j'étais jeune, mais bon, c'était à la mode d'être gauche parce que il fallait être de gauche pour être à la mode et tout ça. Et puis, c'était un mouvement qui a été un peu porté à cette époque-là, ici en France aussi. Aujourd'hui, les jeunes iraniens, ils ne veulent plus entendre de ça parce qu'ils savent que on se fait piéger par des théories de gauche. Aujourd'hui, ils ne veulent plus parler de ça. Donc, ça, c'est une des raisons lesquelles ça choque les journalistes ici en France, parce que pour une révolution, pour eux, ça doit être de gauche. Ça doit devenir de gauche. Alors que les Iraniens, ils l'ont montré encore une fois, la jeunesse iranienne qui sont très jeunes, les morts qu'on parle, 12 000 Iraniens, ils ont moins de 30 ans. De majorité de moins de 30 ans. Aujourd'hui, ils ne veulent plus, en fait, ils sont très matures, ils sont très jeunes, la société iranienne est très jeune, mais ils sont très matures, à savoir qu'ils suivent les informations via l'Internet et tout ça, ils savent très bien analyser, et ils sont pas bêtes. Alors que en Iran, c'est beaucoup plus simple d'aller dire que oui, vive le roi, on est tous unis pour un objectif, pour aller jusqu'à la démocratie, alors que le prince Reza Pahlavi, il ne veut pas prendre le pouvoir. Il veut juste fédérer les opposants pour aller jusqu'à un référendum qui soit démocratiquement fait, quoi. Alors, dans ce soulèvement, Lauriane, il y a également des manifestations de féministes en Iran aujourd'hui. Pierre parlait tout à l'heure de ce silence assourdissant de la part de l'extrême gauche. C'est la même chose pour les assauts féministes d'extrême gauche, qui viennent absolument pas au soutien des collectifs en Iran. Dans quelle mesure il y a des soulèvements féministes en Iran? Qu'est-ce qui se passe très clairement? Il y a le mouvement Femmes, Vie, Liberté, évidemment. Hein. Ça fait 3 ans que Mahsa Amini est morte, hein, et depuis, il y a un mouvement féministe en Iran qui ne cesse de lutter. On le voit, nous, on est informés à travers les réseaux sociaux,
principalement. En France, effectivement, c'est quand même très dommage de voir les associations féministes ne pas se mobiliser. Je pense aux associations comme Nous Toutes et compagnie, hein, les associations d'extrême gauche. Là, c'est quand même leur moment. On est sur un pouvoir théocratique, islamique, misogyne, et on aimerait les entendre. Et effectivement, par exemple, je pense aux manifestations, à la grande marche de ce week-end. Aucune association de gauche n'était présente et n'a défilé avec la diaspora iranienne. On a juste vu un collectif féministe qui était le collectif Némésis. Aujourd'hui, en Iran, les femmes se font tabasser, se font vilipender et continuent de protester, continuent de se soulever contre le régime des mollahs. Je peux vous dire que pas mal de leaders dans ces manifestations sont les femmes. On a vu des images mais extrêmement choquantes, des femmes, des filles très jeunes, 17, 18, 19, voilà, aux alentours de 20 ans, qui sont là en train de bloquer des rues, qui vont directement, mais d'une courage, j'ai pas de nom, il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. C'est pour ça que quand on parle des mouvements féministes, c'est pour ça que moi je soutiens le droit de femmes et tout ça, parce que dans un pays que les droits de femmes sont respectés, normalement le pays est développé. Donc ça commence par les femmes. Souvent, ça commence par les femmes. La situation des femmes, comment on respecte et tout. Et une autre chose que j'ai envie de le dire, c'est que par rapport des autorités ici en France, c'est extrêmement important de ceux qui se prononcent et tout. Moi, j'avais mis le drapeau iranien sur mon balcon, en fait. Et je me suis fait contester par les voisins qui sont allés appeler la police pour demander enlever mon drapeau. Voilà. Alors, j'ai dit, je vous ai montré des articles et tout ça. Voilà, en fait, on a le droit de le faire ça. J'ai contacté un avocat qui me dit non, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Mais ils sont allés on est en négociation, en fait. Là, ils m'ont dit que vous pouvez le mettre à l'intérieur de chez vous, mais collé aux fenêtres, pas à l'extérieur. Alors que quand on soutenait les Palestiniens, tout le monde, même maintenant, on voit le drapeau de Palestine un peu partout, en fait. Voilà. Ce qui est quand même incroyable dans ce soulèvement, c'est que les femmes sont, je peux presque le dire, en première ligne. Alors évidemment, elles sont victimes des mollahs. On parlait de ces restrictions de liberté, mais aujourd'hui, les femmes dans ce soulèvement, elles sont vraiment en première ligne. Elles veulent briser leur chaîne quelque part. Comment ça se fait que dans ce soulèvement, les femmes soient aussi importantes ? En fait, ils étaient tellement pas libres, ils étaient tellement en prison, ça a été tellement difficile, ce régime totalitaire islamique qui nous pourrit la vie. Les femmes aujourd'hui, les jeunes filles, les femmes, ils disent qu'en fait, là, on est considérés comme des morts vivants. D'accord. Voilà. C'est poignant, ça, comme témoignage. Voilà. Donc, on ne veut plus être des morts vivants. On va mourir pour une bonne cause, mais on refuse d'être des morts vivants. Et c'est pour ça qu'ils continuent. Ne plus rien à perdre finalement, Lauriane, elles n'ont plus rien à perdre, ces femmes. C'est un témoignage vraiment poignant qu'on a ce soir sur Frontières. Je pense qu'elles sont en danger de mort permanent et on comprend d'ailleurs pourquoi la gauche a du mal à se positionner encore une fois là-dessus, parce que la gauche en France, elle va défendre le port du voile et des choses comme ça. En Iran, ces femmes-là se battent tous les jours pour retirer leur voile et elles sont prêtes à perdre la vie pour ça. Ouais. Donc évidemment, on rappelle, on est dans un régime évidemment théocratique qui est régi par l'islam. Donc on comprend la difficulté de positionnement. Quelles sont les libertés des femmes en Iran? C'est le voile intégral, évidemment. Est-ce qu'elles peuvent sortir? Est-ce qu'elles peuvent avoir des activités? Est-ce qu'elles peuvent avoir des rendez-vous sociaux? Ça fait 47 ans qu'ils sont au pouvoir et les femmes, ils ont dû se battre sans arrêt depuis 47 ans pour obtenir des minimums, vraiment les minimums, pour ne pas porter, je vais pas dire ne pas porter, pour avoir le voile un peu arrière, enlever, mettre autour du cou, mettre ci, mettre ça, porter les... Et ils se font massacrer, ils se font arrêter, ils se font torturer, ils se font violer, et pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut relativement porter ou pas porter le voile, mais c'est toujours pas la liberté. Oui, vas-y, Lauriane. On voit souvent les images de l'Iran avant 1979. Oui, des jeunes femmes, à l'occidental, habillées à l'occidental, qui se baladent sur les plages iraniennes. Ouais. J'ai un mot à dire à ce sujet-là. Justement, toutes ces images-là a été commencé à découvrir, c'est dans l'archive en Iran, bien sûr, ça existait, et ils sont sortis d'Iran. Je ne sais pas comment, j'ignore comment les images sont sorties d'Iran. Et les médias iraniens, l'étranger, les diasporas iraniens ont commencé à
diffuser ces images-là. Et c'est comme ça que les jeunes en Iran ont vu l'image d'Iran avant l'islam, avant la révolution et tout ça. Et c'est à partir de là, mais ça date pas de très longtemps, c'est que quelques années. Et à partir de là, les jeunes, ils commencent à dire, mais écoutez, ça a été très bien avant, mais pourquoi la révolution islamique? Ils commencent sévèrement à critiquer leurs parents, leurs grands-parents, pour être la cause de la révolution. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait vraiment pas besoin de révolution. On pourrait avoir des réformes, mais pas de révolution à cette époque-là. C'était le point important qui a fait découvrir la jeunesse iranienne. Voilà. Pierre. Alors, cette crise, c'est aussi un nouvel échec pour la diplomatie française, qui est aujourd'hui encore un de plus guidée par l'idéologie que par le pragmatisme. En fait, depuis maintenant quelques temps, la France refuse de voir un phénomène, ou plus exactement, ne parie pas sur un phénomène qui existe dans les pays arabes et pays perses. Il y a un nationalisme arabe, un nationalisme perse qui existe et qui est un contre-pouvoir à ces régimes théocratiques. On l'a vu avec Bachar el-Assad, le parti basse, avec Saddam Hussein. On l'a vu en Palestine avec le parti nationaliste palestinien. Là encore, si vous voulez, c'est dans la dichotomie de la diplomatie française, il y a en gros la gauche, les gentils, et souvent les méchants, qui sont des dictateurs théocratiques ou des dictateurs tout court, comme Bachar el-Assad. Mais ce phénomène des partis nationalistes ou des mouvements nationalistes arabes d'un côté, perses de l'autre, c'est quand même une constante de l'histoire. Et le Shah d'Iran a été un nationaliste perse avec cette vue monarchique. Et les diplomates français ne font pas ce pari-là, alors qu'aujourd'hui, vraisemblablement, on peut se poser quand même la question de savoir si ces mouvements nationalistes arabes ou perses sont pas aussi vecteurs d'équilibre entre une tradition locale et aussi une aspiration à vivre dans un monde du XXIe siècle. Aujourd'hui, Vanessa Roudbaraki, si les manifestants, ce mouvement de contestation parvient à renverser le gouvernement, parvient à renverser le régime des Mollahs, qu'espère-t-il à la place des Mollahs? Quelles sont leurs revendications aujourd'hui? Alors, ce qui se va passer, nous espérons que le prince Reza Pahlavi, qui est le principal leader de tout ce mouvement-là, voilà, qui prend en main cette transaction et jusqu'à la référendum. Ce qui a été dit, un référendum qui a dit depuis 25 ans, il est en train de dire ça, il répète, contrairement aux journalistes ici en France qui disent on ne le connaît pas d'où il vient, voilà. Non, mais il était déjà présent depuis 30 ans, il est en train de se battre à chaque reprise et il a essayé, mais le moment est venu aujourd'hui. Voilà. Lauriane, juste un dernier mot sur les universités en France. Pierre en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que cette gauche bobo qui manifeste à tort et à travers pour le conflit israélo-palestinien aujourd'hui, c'est erreur 404. On n'entend absolument pas les kéfiers aujourd'hui parler de l'Iran. Les kéfiers à Sciences Po, vraiment aucune revendication de ce genre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'occasion de taper sur des juifs. Bah, je sais pas, faut leur poser la question, mais c'est vrai que nous, on se la pose en tout cas, et vraiment à essayer de se cacher tout le temps derrière cet humanisme, à la fin, ça les piège. Parce qu'en fait, dès qu'ils ne se positionnent pas sur un conflit, et ben, en fait... Ils sont plus crédibles. Ils sont plus crédibles. Et c'est ça vraiment leur vrai problème. Il y a un élément de réponse de mon point de vue, c'est que la gauche ne soutient les révolutions que quand ces révolutions vont à l'encontre des intérêts de l'Occident. Oui, c'est vrai, c'est factuel. La gauche va soutenir Maduro parce qu'en face c'est Trump, la gauche va soutenir la Palestine parce qu'en face c'est Israël. Par contre, des Iraniens qui se rebellent contre un régime théocratique qui n'a rien à voir avec l'Occident, comme tu dis, erreur 404. Donc dans la gauche, si vous voulez, il y a toujours un calcul politique dans la récupération qu'on peut faire de ces révolutions. Il est 18h59, Vanessa Roudbaraki. Évidemment, je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous avez un mot à passer aux milliers d'auditeurs qui nous regardent ce soir? Que souhaitez-vous porter comme message? Alors, voilà, de connaître ce régime. Il faut déjà connaître et faire
ce que on peut, enfin, ce que vous pouvez, ce que les Français ils peuvent, les autres. Et puis à savoir que changement de ce régime, contrairement à ce qu'ils pensent certains médias, qui a pas l'intérêt sur la France, que la France, qu'est-ce qui va passer en France si en Iran, par exemple, ils renversent le régime. Moi, je pense que si, ça va être très bien. Il y a des choses qui vont être portées pour la France, parce que loin, on va pouvoir couper la tête de ces serpents du islam politique. Déjà, qui cause déjà des problèmes ici en France, dans le monde entier. Déjà, c'est ça. Et puis aussi, dans l'avenir, bon, on va pouvoir faire tous les échanges culturels, sociaux, économiques avec l'Iran tranquillement, sans le faire indirectement, d'une façon chelou un peu. Et puis, voilà. Donc, ça peut porter que beaucoup de choses pour le monde entier. C'est pas que l'Iran. On parle du Moyen-Orient, on parle du monde entier. Merci beaucoup Vanessa Roud-Baraki d'avoir été ce soir dans cette émission en première ligne. C'était un véritable plaisir de vous accueillir et de vous donner la parole. On espère que vous reviendrez peut-être sur les ondes de Radio Frontières, mais merci beaucoup d'avoir participé à cette émission 19h01 sur les ondes de Radio Frontières. Alors pour moi de rendre l'antenne, merci à mes invités Pierre Larty, Enzo qui ont été encore une fois excellents. Merci à Lauriane aussi qui est venue aujourd'hui parler natalité, parler Iran, parler Pigasse. C'était un plaisir de t'avoir. Merci à tous, passez une excellente soirée sur les ondes de Radio Frontières et bien sûr dès demain 8h du matin, c'est la matinale. En première ligne, Gareth Schnorokian.